J'entends souvent qu'en raison de notre nouvel accès aux médias, notre fenêtre d'attention se limite. C'est-à-dire que notre tendance serait de plus en plus à zapper vers le contenu suivant et ne jamais réellement porter attention à quoi que ce soit. Bien que l'on puisse argumenter ceci et que l'on puisse observer un tel comportement en soi-même, il est clair pour moi qu'il ne s'agit que d'un faux semblant, cachant une autre vérité de notre époque, qui est la croissance de la demande pour une chose que j'appelle l'hyperqualité. Je développerai la notion au bout d'une courte réflexion. Une simple observation de l'histoire et de ses ordres de grandeur suffit à mener une déduction simple. Premièrement, il a existé depuis l'an zéro à peu près autant d'êtres humains qui sont nés et morts que d'êtres humains encore vivants aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 8 milliards. Et parmi eux, il y a eu des nombreux hommes et femmes qui ont été des génies, qui ont marqué le monde. En raison du progrès de l'éducation, les conditions d'apparition de ces génies aujourd'hui sont au moins aussi favorables que celles qui ont existé dans l'histoire. Et donc, il est raisonnable de penser qu'il existe actuellement sur Terre au moins autant de génies dans tous les domaines qu'il en a existé durant l'histoire depuis l'an zéro. Tous sont là, tous ces géants du passé, tous ceux qui ont laissé une empreinte, qui ont inventé quelque chose, ont brillé d'un génie précoce, tous existent dans une version au talent équivalent, quelque part sur la planète, et nombreux sont ceux qui ont déjà été reconnus comme tels. Il y a en effet à la portée des doigts de chacun, désormais, un océan de qualité, prodigué par cette assemblée d'un million de génies. Partout où l'on regarde, dans chaque domaine artistique, il existe un grand nombre de gens au talent remarquable et auxquels nous avons accès, et ce même dans les domaines les plus étranges et spécifiques. Un homme du passé, sans cet accès au contenu virtuel, aurait eu de la chance de rencontrer ne serait-ce qu'une seule personne possédant un grand talent en quoi que ce soit. Nous, hommes du présent, en découvrons de nouvelles chaque jour et constatons de leur talent avec un intérêt décroissant. Ce contact quotidien avec le génie, comme toute ordinarité, finit par devenir fade. Pensez-y vous-même. Un enfant de 5 ans se dévoilant être un virtuose au piano dans l'Autriche du XVIIIe siècle. Son talent étant si rare et merveilleux, et l'accès à la grande musique si limité, devenait l'attraction de toutes les cours royales, et resterait dans les mémoires comme l'un des plus grands prodiges de l'humanité, Mozart. Mais si ce même enfant de 5 ans virtuose au piano naît dans la Chine du XXIe siècle, alors il ne recevra de la part de son public que quelques secondes d'attention sur un fil d'actualité Facebook. Certes, il est intéressant, certes, il est virtuose, mais il pâlit en comparaison avec le reste du contenu équivalent à lui-même, génial, mais seulement parmi le reste du génial qui n'en finit pas. Sommes-nous donc devenus des êtres sans passion ni intérêt pour le beau? À force d'y être exposés, avons-nous perdu le sens de l'émerveillement? Ne soyons pas ridicules. Une tendance à réagir exagérément, un biais provoqué par une incompréhension de l'évolution des technologies, peut mener à penser ainsi que dans toutes les situations, la fenêtre d'attention des jeunes est réduite par la modernité. Mais ceci est rendu faux par une simple observation des tendances du marché médiatique. Les films hollywoodiens, notamment, comme les Marvel ou les Star Wars modernes, ont systématiquement des formats de plus de 2 heures, ce qui aurait été impensable pour un film de leur acabit il y a quelques générations. Les podcasts, émissions d'interviews ou de chroniques, proposent des formats de parfois plus de 4 heures sans interruption, des choses jamais vues, ni à la radio ni à la télé auparavant. Nous voyons une prolifération des jeux vidéo aux parties longues et complexes, des séries aux dizaines d'épisodes, aux centaines d'albums musicaux quotidiens, et aux jeux de plateau de stratégie qui durent des après-midi entiers. Nous sommes donc dans une période d'accroissement et non pas de réduction du temps d'attention du public, du moment qu'il s'agit du média tel qu'il existe depuis longtemps, le cinéma, les jeux, la radio, la télévision. À nouveau, pensez-y vous-même. Vous consommez probablement, comme moi, une quantité énorme d'un seul média spécifique, qui est votre préféré, que ce soit un jeu, une série.
Cela semble d'ailleurs provenir naturellement du fait de la drastique réduction du temps de travail, et surtout de la tout aussi drastique augmentation de l'accès aux médias, même depuis le lieu de travail, ou dans les transports, et donc de l'énorme quantité de temps dont dispose l'homme moderne pour consommer le média par rapport à ses aïeux. Tout ce que faisaient nos ancêtres récents, c'est-à-dire parfois lire, parfois se rendre au cinéma, parfois jouer, nous le faisons constamment, dans tous les contextes, et souvent dans des formats bien plus conséquents. C'est seulement lorsqu'on observe seulement le comportement humain face aux nouvelles technologies médiatiques que l'on peut imaginer le contraire. Lorsqu'il entre spécifiquement en contact avec les technologies comme le smartphone, il est vrai de dire que l'homme devient très impatient, et que tel que décrit, il ne consomme plus vraiment le contenu auquel il est exposé, il choisit plutôt d'ignorer le génie constant projeté sous ses yeux. Voici donc une époque qui semble paradoxale. Comment expliquer que tout un chacun consomme le média soit d'une façon si frivole qu'il ne retient rien et ignore le beau, soit d'une façon si pleine qu'il y dépense un temps et une fortune exceptionnels. C'est ici que j'introduis ma notion d'hyper-qualité. Faisons un retour en arrière. On peut ajouter à la déduction concernant la grande quantité de génie moderne la déduction suivante. Les humains ont tendance, dans tous les domaines, à exercer une compétition stimulante qui les pousse à s'améliorer. Et s'il existe une population suffisante de n'importe quel type d'individu, il existera une minorité exceptionnelle parmi eux, particulièrement douée par rapport à la moyenne. Donc, s'il existe une grande quantité de génies concurrents, il existera parmi eux des hypergénies, qui sont des génies parmi les génies. Je prends pour exemple le domaine des échecs. Depuis la démocratisation de ce jeu il y a plusieurs siècles, et jusqu'à récemment, il a existé de nombreux joueurs, et parmi eux certains génies aux performances remarquables. De nos jours, il existe tant de personnes possédant des compétences équivalentes à ces génies du passé qu'ils ne sont plus du tout remarquables. Mais cela ne signifie pas la disparition de la notion du génie aux échecs. Cela signifie simplement l'élévation prévisible d'hypergénies, par exemple Magnus Carlsen, qui dispose d'une compétence nouvelle dans leur grandeur et qui renouvelle donc l'intérêt du public. Voilà aussi ce qui fait l'intérêt des gens pour les médias long format que j'ai cités. Qu'est-ce donc que Marvel, si ce n'est une assemblée d'artistes si nombreuses, si douées et dotés d'outils si merveilleux qu'ils produisent des œuvres d'hyper qualité, qui se distinguent parmi le grand nombre et dans l'histoire. Parmi les génies qui ne le sont plus tant que ça, il existe des individus et des organisations qui produisent ce qui est désormais le seul contenu intéressant. Plutôt que d'imaginer que nous ne soyons plus intéressés par rien, apathiques, il est plus juste de penser que nous avons culturellement sauté une marche de qualité. Là où avant le contenu n'existait pas, ou en de très médiocres versions, et où la qualité était rare et prisée, désormais la qualité existe partout, mais elle est ignorée au profit de l'hyperqualité propre à notre époque. Le zapping dont je parlais auparavant n'est donc pas un processus d'ignorance de la beauté, il est plutôt un processus de filtrage de l'existant ordinaire, justement à la recherche de la beauté qui retient l'attention. Une personne qui scrolle son fil Facebook n'a en effet pas pour unique but de scroller, mais bien d'aboutir sur une chose qu'il contemplera peut-être longtemps. Évidemment, la différence que j'opère entre qualité et hyper-qualité n'est que conceptuelle, elle aide à comprendre un phénomène social, et bien sûr que la qualité moderne, à son tour, deviendra ignorée et fade au profit d'une nouvelle hyper-qualité future. Ce terme ne sert donc pas à décrire un état absolu et actuel, mais une dynamique réplicable. À chaque fois que notre société évoluera en termes de population et de technologie, de nouveaux standards feront apparaître des œuvres plus merveilleuses et chronophages que jamais auparavant, et l'impression que plus personne ne s'intéresse au beau ordinaire. C'est un désintérêt, certes, mais pas un désintérêt passif et ignorant, comme on pourrait le supposer. C'est un désintérêt informé et volontaire,
que chacun applique constamment à son quotidien, car l'homme moderne n'a de temps que pour le meilleur, que pour l'hyper-qualité. Il fait fi de la chaîne YouTube de seconde zone ou du film amateur fautif, aussi agréable qu'il soit dans un contexte moins riche. Il ne cherche que le meilleur selon ses goûts, puis, quand il le trouve, s'y plonge, parfois s'y perdant, oubliant le reste. Il a passé du temps à naviguer l'océan médiatique, puis y a trouvé un îlot confortable, presque fait pour lui, sur lequel il lui plaît de se reposer en dépit du reste, ignorant le reste. Cela dit, il y a dans tout ce raisonnement quelque chose qui cloche. Je pourrais conclure là, dans une sorte d'insolence adolescente, avec un pied de nez au boomer méprisant auquel ce texte s'adresse partiellement, comme je viens de le faire. Zapper, ce n'est pas être bête, c'est simplement aller chercher le meilleur. Mais la pensée qu'on ne zappe pas que le média, les œuvres, mais aussi les personnes humaines, dénonce toute l'hypocrisie qui résiderait dans cette conclusion. Je la pose donc comme thèse, dont voici l'antithèse. Tinder et ses affiliés sont un phénomène sociologique remarquable, dont l'ampleur sur le plan évolutif est encore, je le crois, insoupçonnée. L'homme est désormais un animal qui peut avoir un aperçu détaillé de nombreux partenaires sexuels potentiels, de façon parfaitement anonyme, et de les sélectionner, selon cet aperçu, indifféremment de la réciprocité de cette sélection. Ce qui provoque, premièrement, une élévation excessive de certains individus particulièrement attirants, refusant systématiquement un grand nombre d'individus qui n'ont aucune chance avec eux et ne se rencontrant qu'entre eux. Donc, la formation d'une élite sexuelle ultra sélective, une sorte d'hyper-qualité sexuelle. Deuxièmement, cela provoque la destruction morale de tous les autres individus moins attirants, qui se font refuser en bloc et qui ne s'intéressent pas les uns les autres. Enfin, cela provoque l'empêchement de la réalisation romantique de la plupart, dont le charme réside surtout dans le comportement, dans la voix, la posture, le rire, et d'autres propriétés de leur réel qu'ils n'ont pas la chance d'exposer à travers de tels médiums. Ceci ne concernant évidemment que ceux qui utilisent des logiciels comme Tinder. Alors que nous avancions depuis plusieurs siècles vers une organisation monogame de plus en plus équitable, où chacun pouvait trouver à terme une personne lui correspondant, nos technologies et comportements modernes tendent à l'établissement d'une aristocratie sexuelle, et donc simplement une aristocratie, seule autorisée à jouir d'une attirance mutuelle véritable et d'une plèbe jalouse et se détestant en comparaison à elle. Dans cette préhistoire romantique sur support informatique réside une pauvreté spirituelle qui ne se retrouve pas que chez les perdants. Même les gagnants de ce jeu technologique pervers ne trouvent réellement leur compte que très rarement, puisque leur moyen de sélection d'un partenaire est exactement le même que celui des autres. Ils ne peuvent choisir qu'à partir d'un aperçu limité, quelques photos, quelques phrases, et sont condamnés à ne rencontrer que ceux qui leur plaisent sur ces critères qui sont donc superficiels. Voilà donc le cœur de ma contre-argumentation. L'hyper-qualité existe, et elle est en effet en contraste avec la qualité. Mais cela se produit à travers un média avilisant et socialement dévastateur. Si cela s'applique à la sélection sexuelle de manière particulièrement monstrueuse, cela s'applique aussi à mon raisonnement précédent concernant les œuvres et les artistes. Car ceux-ci n'existent pas qu'à travers nos téléphones et nos ordinateurs. Ils existent aussi dans notre quotidien, du fait de la prolifération des génies que j'ai expliqué plus tôt. En reprenant l'exemple de l'enfant chinois de 5 ans, virtuose au piano, bien sûr que Mozart, s'il était dans les mêmes conditions que cet enfant, ne recevrait qu'une attention de quelques secondes, sur un petit écran avec un son de téléphone portable et parmi une page de pub. Mais Mozart, ou l'enfant équivalent contemporain, fût-il dans la même pièce que nous, dans un contexte favorable à son écoute, recevrait toute notre attention et notre dévotion, comme Mozart l'a reçu à son époque. Ainsi, bien qu'au premier abord on puisse louer la capacité de notre époque à produire une hyper-qualité et y donner accès au plus grand nombre,
C'est sans se rendre compte que cela produit un phénomène de contraste constant qui empêche d'apprécier le beau du quotidien, plus ordinaire mais aussi plus proche. Si l'on peut regarder un match de foot à très haut niveau à la télé, pourquoi regarder celui de l'école locale? Et pourtant on prendra sans doute plus de plaisir à regarder ce dernier. Si on peut écouter des chansons très bien produites sur YouTube, pourquoi écouter son ami chanter? Et pourtant, on aura probablement plus de plaisir à écouter ce dernier. La beauté du vrai, de ce qui existe autour de soi, de ce que l'on peut toucher et sentir, est plus grande que beaucoup de ce qui est virtuel, et vaut souvent plus la peine d'être recherché. Bien sûr, on peut aspirer à l'exceptionnel. De tout ce que l'on voit de merveilleux sur Internet, il est possible de faire des projets, on peut vraiment aller voir les grands champions, on peut vraiment aller manger les meilleurs plats, on peut vraiment aller aux meilleurs concerts. Mais, tout comme les applications de rencontres, l'accès au meilleur réel n'est réservé qu'à une élite, physique ou économique. Et le reste n'a pas le choix que de se satisfaire de la version virtuelle du contenu, qui est avilisante et infidèle. C'est la vidéo du match de foot, c'est la photo du plat, c'est l'enregistrement MP4 du concert. L'élite, quant à elle, est condamnée à diffuser ce qu'elle consomme de manière à conserver son statut. Et même en accédant à ce qu'elle conçoit comme étant le meilleur réel, elle n'accède qu'à la version qu'on lui vend, et donc toujours une version corrompue. En effet, je reprends l'exemple du film Marvel. Il est d'hyper qualité en de nombreux aspects, mais est-il véritablement transformateur? Sa valeur artistique n'est-elle pas limitée par tous les moyens mis en œuvre pour le réaliser? Si son but est d'abord économique, peut-il être vraiment apprécié en tant que quête d'un artiste vers le beau? Ou seulement comme un divertissement de masse, dont la qualité n'est que, encore une fois, superficielle? Superficielle, c'est ici le maître mot. Si j'ai établi précédemment que toute population rentre en compétition pour que s'en extrait les meilleurs, dans notre contexte, la compétition n'est pas celle de la qualité, mais bien celle du potentiel d'attraction de la chose. Et l'attraction peut être artificiellement accrue par des procédés que l'on connaît depuis fort longtemps dans les domaines de la communication. Et donc, le succès d'un film Marvel ne sera pas dû au fait qu'il est beau, mais bien au fait qu'il paraît être beau et qu'il distrait du monde réel. L'hyperqualité, c'est celle du chatoiement, de l'attractivité, qui recèle bien souvent un vide, tout en donnant l'impression agréable d'exister dans une époque qui n'a jamais été aussi divertissante. Elle dérobe la consommation de l'art de son sens normal. Il n'y a, je le crois, d'appréciation du beau légitime que celle qui se fait dans le contexte du vrai, c'est-à-dire qu'on le rencontre comme une part de la vie, et non pas lors d'une consommation en soi. Il n'y a aussi, je le crois, d'appréciation de l'autre légitime que celle qui se fait lorsqu'on le rencontre vraiment, qu'on lui parle face à face, et qu'on se donne l'occasion mutuelle de s'exposer dans toute la profondeur de son être. Chanceux sont ceux qui, dans leur vie, rencontrent l'hyperqualité, rencontrent un génie parmi les génies. Idiots, mais malheureusement nombreux, sont ceux qui parmi eux médiatisent cette rencontre, l'avilisant pour eux comme pour les autres. On peut caricaturer l'homme moderne dans sa consommation du média comme ceci: il paye un concert exceptionnel très cher, s'y rend pour le gâcher en le filmant, tout ça pour en produire une mauvaise image qu'il n'utilisera que pour signaler sa présence, sa fausse appréciation du moment et aussi son statut social. Le concept même d'influenceur est une bien sombre affirmation d'une aristocratie du beau, constituée d'une élite plongée dans le magnifique sans jamais pouvoir l'apprécier, et d'un peuple de followers avides de petits fragments de leur vie tout en passant à côté de la leur. Sages sont ceux qui, finalement, parviendront peut-être à s'extirper. Sages sont ceux qui sauront dénicher et stimuler la beauté autour d'eux, dans le talent de ceux qui habitent leur quotidien. Sages sont ceux qui trouveront l'amour en allant le rencontrer en personne. Ceux-ci sauront ignorer cette modernité parasitaire qui nous voudrait comparer notre réel à celui plus idéal d'un autre,
et nous situer constamment, nous-mêmes, nos corps, nos familles, nos amis, nos œuvres, nos amours, par rapport aux exceptionnels du monde entier, et donc forcément de nous situer comme incapables et médiocres. Contre une détestation du réel, il y a le rejet de la corruption du virtuel. La technologie progresse, certes, mais les mœurs s'en voient dégradées, et c'est à nous de se défaire des systèmes avilisants, de cesser de chercher l'hyperqualité, ou de se donner l'impression qu'on y a accès, et de laisser plutôt la qualité simple et quotidienne nous frapper de son ampleur. Car si nous vivons dans un monde où existe l'hyper-beau, c'est bien parce que le beau est partout. Paradoxal est l'homme moderne nourri, chauffé, diverti, socialisé, qui pourtant se déteste par rapport au mieux. Paradoxal est l'homme beau, qui crée le beau, mais qui jalouse l'encore plus beau. S'il peut trouver sa vie belle, s'il rencontre le beau, c'est suffisant. Et c'est la référence au supérieur, au maximal, à l'absolu, qui, à elle seule, le convainc qu'il ne l'est pas assez.